Imaginez deux salariés, même salaire, même abondement, même 30 ans. L'un part à la retraite avec 1 200 000 $, l'autre prend sa retraite avec 640 000. Même cotisation. Alors qu'est-ce qui a discrètement grignoté toute la différence? Voilà la vérité. Ce n'était pas le marché, c'était le courtier lui-même en qui vous avez eu une confiance aveugle pendant des décennies. Vous entendez cette phrase depuis votre premier jour au travail. Récupérer toujours la totalité de l'abondement, c'est de l'argent gratuit. Ne pas en profiter, c'est comme refuser une augmentation. Ton responsable RH te l'a dit, ton père te l'a dit, tous les créateurs finance avec un anneau lumineux l'ont dit. Et ce n'est pas faux, à proprement parler, juste dangereusement incomplet. Parce que voici ce que personne ne vous dit. L'abondement ressemble à un cadeau, mais pour la plupart des salariés, c'est une laisse. Une laisse très polie, très corporate, très bien déguisée. À la fin d'une carrière de 30 ans, regardez ce qui se passe. Le salarié moyen laisse 180 000 $ sur la table, non pas en refusant l'abondement, mais en lui faisant confiance. Laissez-moi vous expliquer et décortiquer cela morceau par morceau. Une fois que vous aurez vu les rouages, vous ne pourrez plus les ignorer. Et la vérité, c'est que régler ça prend à peu près un après-midi. Commencez par les idées reçues. Les conseils sont partout. Cotisez suffisamment pour obtenir la contribution maximale de votre employeur. Considérez cela comme un rendement instantané garanti à 100%. Sur le papier, oui, si votre employeur verse 50 centimes pour chaque dollar, c'est un coup de pouce immédiat de 50%. S'il verse dollar pour dollar, ça fait 100%. Aucun investissement au monde ne vous offre ça immédiatement. Alors évidemment, les gens le répètent. C'est net, c'est simple, ça tient parfaitement sur un petit aimant de frigo. Mais remarquez ce que ce conseil ne dit pas. Il ne nomme aucun fonds, ni les frais, ni ce qui se passe si vous partez. Ça ne dit pas si le plafond de l'abondement correspond à votre véritable objectif de retraite. Ça dit juste « prenez l'abondement ». Et puis la conversation s'arrête. La brochure des ressources humaines se referme, la réunion passe à autre chose, et vous pensez que la retraite, c'est réglé. La plupart des gens ne réalisent pas que l'offre a été conçue par votre employeur, non pas pour vous, mais pour lui. C'est avantageux fiscalement pour l'entreprise, cela améliore la fidélisation et cela aide le régime à réussir les tests fédéraux de non-discrimination. Ce sont de bonnes raisons pour eux. Ce ne sont pas des raisons qui correspondent à votre objectif de prendre une retraite riche. Le secteur parle du matching comme d'une main paternelle sur ton épaule. Ce n'en est pas une. C'est une fonctionnalité produit. Mais voilà le problème. Cet abondement n'est pas le cadeau que vous croyez. 3 mécanismes discrets le réduisent rapidement. Mécanisme numéro 1. L'acquisition des droits. C'est la règle qui prend les gens au dépourvu et leur coûte discrètement des milliers d'euros. Lorsque votre employeur cotise à votre 401k, cet argent ne vous appartient pas encore tout à fait. Il doit d'abord être acquis. Certains plans sont acquis immédiatement, beaucoup ne le sont pas. La structure la plus courante est un calendrier progressif, 20% par an. Vous êtes pleinement acquis après 5 ou 6 ans. D'autres utilisent une falaise, 0% pendant 3 années complètes, puis soudain 100% au 3e anniversaire. Partez un seul jour trop tôt et vous repartez les mains vides. Pas un seul dollar de l'abondement. Il s'évapore et retourne dans le plan comme s'il ne vous avait jamais appartenu. Maintenant, mettez cela en perspective avec la réalité du travail aux États-Unis aujourd'hui. L'ancienneté médiane des travailleurs de moins de 35 ans est inférieure à 3 ans. Les gens changent d'emploi tous les 2 à 4 ans. Une grande partie fonce droit vers les seuils d'acquisition et tombe juste après. Ils voient l'abondement apparaître sur leur relevé. Ils se sentent riches. Ils changent de poste pour un meilleur titre. Et l'abondement, ce qu'on leur a présenté comme de l'argent gratuit, disparaît discrètement derrière eux. Ils ne voient jamais la soustraction. Le relevé cesse simplement de l'afficher. L'argent gratuit ne leur a jamais vraiment appartenu. Pendant ce temps, le salarié moyen laisse environ 1 300 $ par an en contribution non versée par l'employeur, de l'argent tout simplement jamais récupéré. Elle ne cotise pas assez pour capter la totalité de l'abondement. De l'argent perdu à la sortie, de l'argent manqué à l'entrée. La correspondance annoncée et la correspondance réellement reçue sont 2 chiffres très différents. Le menu des fonds devient encore moins reluisant.
Deuxième mécanisme, les frais. On descend maintenant à la cave de toute cette structure de retraite. Et ça empire. Votre plan 401k ne repose pas dans un coffre-fort magique pour la retraite. Il est placé dans des fonds communs de placement, avec des frais de gestion. Chaque fonds prélève un petit pourcentage chaque année, quelle que soit la performance. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. L'option par défaut dans la plupart des plans est un fonds à date cible. Choisissez votre année de retraite, réglez-le et oubliez-le. Le fonds passe progressivement des actions aux obligations à mesure que vous vieillissez. Élégant, pratique et souvent étonnamment coûteux. De nombreux fonds à date cible dans les plans 401k facturent 0,75%, voire plus, chaque année. Comparez cela à un fonds indiciel à faible coût à 0,05%. Cela représente un écart de 70 points de base. Ça paraît minuscule. Ce n'est pas minuscule. Étalez-le sur 30 ans, sur un solde qui grandit, et l'écart explose. Cet écart peut engloutir un quart de votre portefeuille final, 25%, envolé, ni à cause du marché, ni des impôts, vers des frais que vous n'avez jamais remarqués, discrètement déduits du prix du fonds avant même qu'ils n'apparaissent sur votre relevé. Ajoutez maintenant les frais d'administration du régime, facturés simplement pour détenir le compte sous forme de montant fixe en dollars ou de pourcentage des actifs. Ensuite, ajoutez le partage de revenus. Les fournisseurs de fonds reversent de l'argent à votre employeur juste pour figurer au menu. Vous ne voyez pas ces frais. Ils sont intégrés, discrètement facturés au sein même des fonds que votre employeur vous propose. Et les fonds qu'on vous propose ne sont pas par hasard souvent ceux qui intègrent les rétrocessions les plus élevées. Refait le calcul du match. L'employeur abonde de 50%. Super! Mais ce fonds perd 0,75% chaque année. Sur 30 ans, ce poids des frais peut égaler et parfois dépasser la valeur totale en dollars de l'abondement lui-même. Le complément te donne. Le ratio de frais te reprend, lentement, silencieusement, relevé trimestriel après relevé trimestriel, année après année. Maintenant, ajoutons le piège comportemental dans lequel la plupart des gens tombent. Mécanisme numéro 3, la psychologie, le plus sournois de tous. Elle ne se cache pas dans une notice de frais, elle vit dans votre tête. Votre employeur abonde jusqu'à 4%, donc tu cotises 4%, évidemment. Tu as capté l'abondement, tu as fait le choix malin. Sauf que 4%, ce n'est presque jamais suffisant pour réellement prendre sa retraite. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les planificateurs financiers recommandent de consacrer 15% du revenu brut à la retraite en incluant la contribution de l'employeur. Votre employeur verse 4%, vous en versez 11%. La plupart des gens versent simplement 4%. Le plafond de l'abondement est devenu silencieusement leur limite d'épargne et non leur véritable objectif de retraite. Ils se sont focalisés sur le chiffre de l'employeur au lieu du leur. Ils ont optimisé pour la prime, pas pour le résultat. Voilà où ça devient plus sombre. Une fois que vous cotisez 4% et que vous voyez l'abondement, votre cerveau coche une case. J'investis. Je suis un adulte responsable, je bâtis ma fortune. Ce sentiment est réel, mais le comportement ne suffit pas. Vous avez l'impression de bien gérer la situation. Le bulletin de paye semble correct, la ligne du plan d'épargne retraite apparaît toutes les 2 semaines, vous semblez riche sur le papier. Mais la vraie richesse et l'apparence de la richesse sont 2 sports différents, avec des règles complètement différentes. L'un exige 15%, des frais réduits et de la patience. L'autre demande seulement de cocher une case lors de l'orientation des nouveaux employés. L'augmentation automatique est censée régler ça. Certains plans augmentent automatiquement votre cotisation d'1% chaque année. Ça semble génial. Sauf que dans beaucoup de plans, elle est désactivée par défaut, ou plafonnée à 6%, ou suspendue dès que quelqu'un se plaint. Ainsi, l'incitation structurelle qui devrait vous orienter vers un chiffre concret s'enlise discrètement au niveau de la ligne de correspondance. Tu restes là où ils veulent que tu sois, confortable, productif, à la traîne. Projette ça sur 20 ans, l'écart explose. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble vraiment avec 2 personnages.
Voici Mike le matcheur, notre premier exemple. Mike gagne 75 000 $ par an. Son employeur verse une contribution équivalente à 50% jusqu'à 6% du salaire. Mike cotise exactement 6%, environ 22,50 $ par période de paie, juste pour profiter de l'abondement complet. Il est placé par défaut dans un fonds à date cible. Frais de gestion, 0,75%. Standard, moyen, totalement banal. Il reste 7 ans au même poste, puis il change encore. C'est juste un travailleur moderne ordinaire. Maintenant, voici Sarah la stratège. Même salaire, même abondement, même changement d'emploi. Mais Sarah a fait 3 choses différemment. Elle verse 15% de son revenu brut, bien au-delà du plafond d'abondement auquel la plupart des gens s'arrêtent. Elle a choisi le fonds indiciel le moins cher de son menu, à 0,05%. Minuscule, mais puissant. Et avant chaque changement d'emploi, elle vérifiait son calendrier d'acquisition et calculait son départ à quelques mois près. Voilà, 3 actions. Pas de sélection d'actions en bourse, pas de crypto, pas de petits boulots à côté, juste des choix financiers plus intelligents, qui fructifient discrètement. Sur 30 ans, le compte de Mike atteint 640 000. Celui de Sarah atteint 1 200 000. Même salaire, même contribution de l'employeur, et pourtant un résultat presque 2 fois supérieur. Alors, d'où vient réellement cet écart énorme? Environ la moitié provient du taux de cotisation. Sarah a versé davantage, donc une somme bien plus importante a fructifié au cours de ces 3 décennies. Environ un tiers provenait des frais. Les 0,75% de Mike ont discrètement grignoté des années et des années de croissance. Le reste provenait de droits non acquis perdus et de petits anciens comptes que Mike avait oubliés chez ses précédents employeurs, placés dans de mauvais fonds. Les seuls frais ont coûté à Mike l'équivalent de plusieurs années entières de cotisation de son employeur. Réfléchissez-y bien, l'argent qu'on lui avait présenté comme gratuit. Une somme équivalente remboursée à travers les frais de gestion, année après année. Et les pertes liées au vesting? Chaque changement d'emploi lui coûtait une partie de l'abondement qu'il pensait sincèrement avoir déjà acquise. Il l'a vu vendredi. Le vendredi suivant, après notification, des éléments avaient disparu, réabsorbés pour réduire les obligations de financement de l'employeur. Ce n'est pas un bug, c'est par conception. Les dégâts totaux sont bien plus importants que la plupart des gens ne pourraient l'imaginer. Pour un salarié américain typique proche de la médiane, les frais, les abondements perdus et la sous-cotisation coûtent environ 180 000 $. Voilà le chiffre marquant. 180 000 $ d'épargne retraite que le travailleur moyen, qui se contente de l'abondement, laisse discrètement filer. Pour les hauts revenus avec de longues carrières, ce chiffre peut dépasser 300 000 $ sur toute une vie. Voici pourquoi cela passe inaperçu. Votre relevé trimestriel ne montre que le solde qui augmente, jamais le scénario alternatif. Il n'affiche pas les frais comme une ligne distincte. Il cache l'argent non acquis que vous avez perdu à votre dernier emploi. Il montre juste un chiffre plus grand que le trimestre dernier et votre cerveau dit « Bien, ça marche, parfait ». Fin de la réflexion. Le match n'est pas gratuit. Ce n'est pas vraiment un match, c'est un produit structuré, avec des conditions et des coûts intégrés. Cela ressemble à un cadeau, mais ça fonctionne comme une laisse, vous gardant juste assez investi pour ne jamais vraiment pouvoir vous échapper. Voici la méthode pour inverser la tendance. Étape 1. Capturez le match en entier. Oui, faites toujours cela. Le match, même après les frais, a presque toujours une espérance positive. L'ignorer pour défier le système n'a aucun sens. Trouvez la correspondance. Mais ensuite, faites une pause. Ne passez pas en pilote automatique. Considérez la correspondance comme la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée. Étape 2. Sortez votre calendrier d'acquisition. Aujourd'hui, tout de suite, allez chercher les documents de votre plan et lisez-les. Découvrez exactement à quel moment les cotisations de votre employeur vous appartiennent. Notez bien les dates. Cette information change tout. 3 mois avant la falaise et vous pensez à changer d'emploi? Ces mois pourraient valoir des milliers de dollars.
Si tu viens tout juste d'acquérir tes actions, tu as de la marge de manœuvre. La plupart des gens ne s'en rendent compte qu'après avoir donné leur démission. Étape 3. Auditez le menu des fonds. Trouvez le ratio de frais de chaque option. Ce simple chiffre décide discrètement de tout. La plupart des plans cachent un fonds indiciel à faible frais. S&P 500, marché total, parfois un indice obligataire. Le ratio de frais devrait commencer par 0,0. Si ce n'est pas le cas, vous êtes discrètement taxé chaque année. Un fonds à date cible à 0,75 % alors qu'il existe une alternative à 0,05 %. Vous donnez une petite fortune chaque année pour le confort de ne pas cliquer sur 3 boutons. Cliquez dessus. Étape 4. Augmentez votre cotisation au-delà du plafond de l'abondement. Pas tout d'un coup si ça pique, mais grimpez. Visez 15 % du revenu brut, abondement inclus. L'employeur verse 4, vous mettez 11. Vous n'y arrivez pas cette année? Augmentez d'1 % par trimestre jusqu'à y parvenir. Une montée lente, mais un vrai progrès. Étape 5. Ces vieux comptes 401k éparpillés, regroupez-les dans un IRA à faible frais ou intégrez-les à votre 401k actuel s'il est vraiment performant. Cela produit 3 effets puissants. 1. Il regroupe les comptes pour que vous y prêtiez vraiment attention. 2. Il vous oriente généralement vers des options moins chères. 3. Cela évite qu'un ancien compte soit liquidé d'office, imposé et pénalisé parce que vous l'aviez oublié. Voilà la méthode. Abondement, acquisition des droits, frais, taux de cotisation, regroupement. 5 étapes, un après-midi, 6 chiffres de différence. Voici la règle qui sous-tend tout cela. La seule phrase à graver dans ton cerveau financier pour toujours. L'abondement, c'est un plancher, pas un plan. C'est le strict minimum qu'un employeur responsable propose. Ce n'est pas, en soi, une stratégie de retraite. La traiter comme telle, c'est exactement ainsi que cette histoire se termine. La personne moyenne arrive à 65 ans avec une épargne qui finance environ 8 années d'un train de vie modeste. Et puis, c'est la panne sèche. Ne soyez pas cette personne. Fixez d'abord la base, puis construisez le vrai plan au-dessus. Un piège du même genre mérite sa propre vidéo. Le prochain choix par défaut que la plupart des gens font mal, c'est Roth contre 401k traditionnel. La plupart des forfaits vous laissent désormais choisir. La plupart des gens choisissent mal, pas par bêtise, simplement parce qu'ils ne reviennent jamais sur ce choix fait lors d'une inscription. La réponse optimale dépend de votre tranche d'imposition actuelle, de celle prévue à la retraite, de votre état et du fait que vous preniez ou non une retraite anticipée. Pour les jeunes travailleurs dans les tranches d'imposition plus basses, les calculs penchent souvent discrètement en faveur du Roth, d'une manière que l'écran par défaut ne met jamais en avant. Tant qu'on parle de compte de retraite méconnu, en voici un discret que la plupart des gens ignorent complètement. Le compte d'épargne santé. Avec un plan à franchise élevée, le HSA est, sur le papier, le compte le plus avantageux fiscalement de tout le Code des États-Unis. Triple avantage fiscal. Déductible à l'entrée, croissance non imposable et sortie non imposable pour toute dépense médicale à vie. La plupart des gens l'utilisent comme un compte de dépenses. Les épargnants avertis investissent le solde et règlent leurs frais médicaux de leur poche. Voici le schéma. Les paramètres par défaut du système de retraite américain ne sont pas vos amis, mais ils ne sont pas non plus vos ennemis. Ce ne sont que des choix par défaut, fixés par des comités, optimisés pour la gestion du régime et juste assez bons pour donner l'air responsable. Des choix financiers plus intelligents, c'est remettre en question chaque réglage par défaut. Le plafond de l'abondement, le fonds à date cible, le taux de cotisation, l'option Roth. Remettez chacune en question, faites les calculs, apportez ce petit changement et repartez avec 6 chiffres de plus pour la retraite. Cette chaîne repose sur une seule idée, prendre les conseils que tout le monde répète, les décortiquer et montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Parfois, l'intérieur est confortable. Parfois, c'est une laisse déguisée en cadeau. Ton rôle, c'est de savoir faire la différence. Reste avec nous pour des décisions financières plus avisées.
Si cette vidéo t'a aidé à voir ton 401k autrement, voici la prochaine étape. Sortez vos documents de plan ce soir, vérifiez enfin les frais de gestion, puis abonnez-vous à Andy Explains Money. Prochaine vidéo, on décortique le Roth contre le traditionnel. Pourquoi la réponse par défaut que la plupart des gens reçoivent est fausse. Et en plus, le petit test en 2 questions pour savoir laquelle vous correspond.